Le cauchemar du Pôle Express. Ce train qui défie la gravité, ce film pour enfants où les personnages semblent tout droit sortis d'un terrifiant cauchemar, un film qui à chaque visionnage nous laisse un sentiment profondément dérangeant. Pourquoi nous avoir traumatisés avec la scène de la marionnette? Qui est vraiment cet homme mystérieux? Et surtout comment un projet voué à l'échec est devenu un incontournable des fêtes. Malgré des galères techniques, des critiques assassines et un budget colossal. Nous, c'est Antoine et Chloé de la chaîne YouTube Antoine et Chloé, et aujourd'hui on replonge dans les coulisses chaotiques de sa production et on vous révèle pourquoi 20 ans après, ce train continue toujours de fasciner et aussi de traumatiser. Alors accrochez-vous parce que cette fois, on ne va pas que regarder le Pôle Express, on monte à bord. Avant de vous parler du film, il faut savoir que ce film est tiré d'un livre, Boreal Express, écrit par Chris Van Allburg en 1985. Il a été un énorme succès grâce à ses illustrations magiques que d'ailleurs le film a pris soin de recréer fidèlement, même si Chris à la base il voulait pas. Ouais, il y a vraiment pas mal de soucis avec le Pôle Express. Qu'est-ce que nous raconte le livre? C'est l'histoire d'un petit garçon dans son lit la veille de Noël. Les yeux fermés, il est concentré parce qu'il essaye d'écouter le son des cloches du traîneau du Père Noël. Finalement, c'est pas les bruits des cloches qu'il entend, mais celui d'un train. Le petit garçon sort de sa chambre et se retrouve nez à nez avec le Pôle Express. Le conducteur l'invite à monter, direction le pôle Nord. Le train était rempli d'autres enfants, tous en pyjama. Pendant leur voyage, ils ont découvert de magnifiques paysages gelés, des forêts de sapins enneigés. Le train a parcouru des montagnes. Quand ils arrivent au pôle Nord, ils découvrent où travaillent les nains pour préparer tous les cadeaux avant le départ du Père Noël. Et ça tombe bien parce que le Père Noël il se fait offrir le tout premier cadeau de la tournée au petit garçon. Le petit garçon peut alors demander ce qu'il veut et il demande donc une Tesla. Non, c'est faux, j'ai cassé l'ambiance, pardon, désolé. Mais une fois dans le train, le petit garçon se rend compte qu'il a fait tomber la cloche. C'est trop tard, le train repart et le dépose chez lui. Mais ne vous en faites pas, parce que le petit garçon, en se réveillant le lendemain matin, en dessous du sapin, il retrouve le grelot avec même un petit mot du Père Noël. Et quand le petit garçon secoue la cloche, le son est incroyable. D'ailleurs, sa sœur est à côté et elle l'entend aussi. Et les parents, en regardant la scène, ils sont en mode « Ah, désolé les enfants, mince, le grelot il est cassé ». En fait, juste les parents ne croient plus en rien, c'est pour ça qu'ils n'écoutent pas le son du grelot. En grandissant, plus aucun de ses amis n'entend le son de la cloche. Même sa sœur ne l'entend plus. En revanche, lui, bien qu'il soit devenu vieux, il l'entend toujours. Le livre explore l'importance de croire en quelque chose, même sans preuve tangible. Il évoque la transition entre l'émerveillement de l'enfant et le doute qui vient en grandissant. En fait, pour vivre l'expérience magique, il faut tout simplement rester nous-mêmes. Bon, maintenant qu'on sait d'où est inspiré le Pôle Express, en tout cas de quel livre, il va falloir qu'on vous explique comment s'est déroulée la production de ce film qui a été un vrai désastre. Nous sommes en 1999 et Chris, le gars qui a écrit le livre, reçoit un appel. Oui, bonjour, voilà, je viens de lire votre livre, j'ai vraiment adoré, et j'aimerais acheter les droits de votre livre. C'est mort. Ah, dommage, bon bah ok, je comprends. Mais c'est qui au téléphone? C'est Tom Hanks au téléphone. Et est-ce qu'on a besoin de vous raconter la suite de l'appel? Chris a accepté de vendre les droits de son livre à une seule condition. Son œuvre étant une œuvre réaliste, il souhaite que s'il y a une adaptation, elle le soit aussi. Faut pas que ce soit genre un dessin animé ou un truc qui est pas réaliste quoi. Et Zemeckis, je vous le rappelle, c'est quand même le réalisateur de tous ces films. Donc Zemeckis récupère le projet et il ajoute plein d'idées, mais genre vraiment peut-être un peu trop d'idées, vu que c'est des idées de scènes d'action, vu que c'est des gens qui font du ski sur un train, ou que c'est des séquences avec le train qui est à deux doigts de couler dans le lac, c'est Hollywood, donc Hollywood ils disent ok, si vous rajoutez des scènes d'action, ça nous va. La production du Pôle Express se lance et on part sur de la motion capture. T'inquiète Chris, ça va être la 3D, ça va être trop bien fait. Non, ça va être trop bien fait, t'inquiète. Des vraies images quoi. Ça va être full réaliste quoi. Comment c'est possible qu'on puisse faire ça quoi? Les images vont être dingues. Ça sera aussi bien fait qu'Avatar. Là tu connais pas? Bah ça sort bientôt là. Imaginez la déception de Chris quand il a vu ça. An angel. Et ouais, la motion capture, c'est vraiment génial. Peter Jackson a popularisé cette technique, ça a fait ses preuves avec Gollum, donc c'est bon, non? Eh ben non, c'est pas bon. On est au début des années 2000, et en vrai, à part David Jones et Gollum qui ne représentent pas réellement des humains, les effets spéciaux pour recréer les humains, c'est vraiment claqué au sol. Voici des exemples qui risquent de vous mettre un coup de vieux. Ah, et autre chose, le Pôle Express n'est pas le premier film à avoir utilisé la motion capture dans l'intégralité de son film. Même si c'est quelque chose qui est dit de partout, c'est faux. C'est Final Fantasy, The Spirit Within. Et d'ailleurs pour Final Fantasy, ça s'est très mal passé. Le budget n'a cessé de gonfler pendant la production jusqu'à atteindre 137 millions de dollars. À sa sortie, il ne rapporte qu'un peu plus de 85 millions de dollars, faisant ainsi office du film avec l'un des plus gros échecs au box-office de l'histoire du cinéma. Et en sachant ça, Zemeckis s'est dit
allons réaliser un film où tous les personnages sont réalisés avec la motion capture, cette nouvelle technologie qui va coûter un bras. Ça va être super! Évidemment, ce choix a créé des gros problèmes niveau budgétaire, mais ça, on en parle après. On vous l'a dit, la technologie de performance capture était encore en développement et les équipes ont dû inventer de nouvelles méthodes pour animer des foules ou capturer des détails subtils des expressions faciales. Alors ok, ils ont animé des foules, sauf ce lutin. Voilà, lui, ils l'ont vraiment zappé au montage, ils se sont dit « Ouah, on va faire des petites économies ». Alors rapidement, qu'est-ce que la motion capture? La capture du mouvement permet d'enregistrer les déplacements d'un être vivant ou d'un objet dans l'espace et de les restituer sur un ordinateur, à ne pas confondre avec la performance capture qui capture en plus du corps les expressions du visage, la performance des acteurs, d'où le nom de performance capture. Et vous l'avez vu avec Avatar. Et grâce à ce procédé, on peut faire plein de choses, notamment demander à Tom Hanks de jouer le contrôleur du train, le Père Noël, le clochard, la marionnette Scrooge, le petit garçon et son père. Et ça en fait des personnages. On peut faire plein de choses donc avec la mocap. Bon, on peut faire plein de choses, mais ce qui reste difficile à faire, ça reste quand même les cheveux. Parce que oui, du coup, les cheveux, faut les animer un par un. Alors je vous laisse imaginer le temps que ça a pris pour faire cette scène. Mais bon, au moins, grâce à tous ces efforts, le rendu de l'animation a dû être incroyable. Même si cette technique a marqué un tournant dans l'industrie du cinéma d'animation, à sa sortie, le style d'animation a vraiment divisé le public. Certains trouvaient les personnages trop réalistes et un peu malsains. Ça leur donnait l'impression de regarder des marionnettes vides, sans âme, totalement cringe. Ça a effrayé énormément d'enfants, tellement qu'au fil du temps, le film a été considéré, pour beaucoup, comme un film d'horreur psychologique. Et ça, c'est à cause de la vallée dérangeante. La vallée dérangeante. Lorsqu'un humain atteint un certain degré de ressemblance anthropomorphique, il apparaît une sensation d'angoisse et de malaise. Et ça, vous l'auriez su si vous aviez regardé une de nos anciennes vidéos, que je ne mettrai pas en fiche parce que la vallée dérangeante, c'est nous, tellement la vidéo elle date. Voilà. Ah bah non, il va falloir que maintenant on vous parle du budget du Pôle Express. Avec un budget de 165 millions de dollars, le Pôle Express est l'un des films d'animation les plus chers jamais réalisés à sa sortie en 2004. En prenant en compte l'inflation, si le film était sorti aujourd'hui, ça aurait coûté 280 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus cher que la plupart des réalisations Marvel sorties récemment. Pôle Express a coûté plus cher que les Marvel récents. C'est fou, non? Cependant, jusqu'à aujourd'hui, le film n'a rapporté que 314 millions de dollars. On est d'accord, ce n'était pas un échec, mais c'était quand même loin d'être le carton espéré par les producteurs pour un projet de cette envergure. À sa sortie, le film a eu le droit à beaucoup de critiques. En voici les principales. L'animation hyper réaliste des personnages, les yeux en particulier, manquaient de vie, donnant un aspect malsain ou robotique. Avec un scénario jugé trop plat, une histoire trop simple, presque comme un enchaînement de scènes spectaculaires sans véritable profondeur narrative. Un style trop expérimental, l'utilisation exclusive de la performance capture pour un film d'animation était un pari risqué à l'époque. Faut dire que les gens étaient habitués au style de Pixar ou DreamWorks. Mais ne vous en faites pas, le film a quand même 2 points positifs, dont un qui l'a complètement sauvé. Le premier, c'est que la musique elle est vraiment bien et en même temps c'est Alan Silvestri. Rien que ça. Et le deuxième point positif, c'est que le train du Pôle Express représente bien plus qu'un voyage. Et c'est grâce au train, à ce qu'il représente, que le Pôle Express a réussi à se frayer une place dans les étagères du monde. Le train symbolise le voyage initiatique, la foi et la magie de Noël. Et c'est ce message qui a contribué à faire du film un classique intemporel. Mais pas que. La plupart des personnages principaux, comme le garçon héros et la fille héroïne, n'ont pas de nom spécifique. Cette absence de nom renforce l'aspect universel de leur expérience, permettant aux spectateurs de s'identifier plus facilement à eux. Et ça permet aussi aux personnages de ne jamais pouvoir se rencontrer, vu que du coup ils savent pas leur nom. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Le vagabond qui apparaît sur le toit du train représente une figure énigmatique. Il pourrait symboliser le scepticisme ou le doute, contrastant avec la foi et la croyance incarnées par d'autres personnages. Sa présence incite le garçon à réfléchir sur ses propres convictions. Et si on prend du recul sur l'évolution du personnage, on a le garçon héros, son voyage illustre la transition du doute à la croyance, mettant en lumière l'importance de la foi et de l'imagination. La fille héroïne, elle incarne le leadership, la confiance en soi et la compassion, servant de modèle pour le garçon. On a aussi Billy, son histoire souligne les thèmes de l'isolement et de l'amitié, montrant comment les croyances peuvent apporter de la joie. Et le savant tout était vraiment très chiant. Ce personnage met en garde contre l'arrogance et souligne la valeur de l'humilité et de l'ouverture d'esprit. Oh, attendez, vous l'avez vu vous aussi? Attendez, on remet le passage là. Mais c'est le convecteur temporel, la machine qui permet de voyager dans le temps dans Retour à le futur? Attendez, ça veut dire que depuis tout ce temps, le train est une machine à remonter le temps? C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. C'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à aller si rapidement dans le pôle Nord. C'est peut-être aussi pour ça que le contrôleur regarde tout le temps sa montre. Oh non, mais ça se trouve c'est juste un clin d'œil en fait. Mais bon, les personnages n'évoluent pas tant que ça dans le film, comme si ceux qui devaient évoluer étaient ailleurs.
Vous et moi. Et nous. Et si on vous disait que depuis le début, tout ce qui se passe dans le film n'a jamais existé? Si c'était qu'un rêve depuis le début? Le film entretient délibérément l'ambiguïté entre rêve et réalité, reflétant la frontière floue entre l'imaginaire enfantin et le monde réel. Cette incertitude renforce le message central sur la puissance de la croyance. L'idée que voir ce n'est pas toujours croire, et que la magie réside dans la foi en quelque chose de plus grand, touche les enfants comme les adultes. Bon ouais, c'est vrai, cette marionnette là qui a traumatisé absolument tout le monde. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pour montrer quoi? Pour montrer les anciens jouets? Le fait qu'on n'y croit plus, c'est ça? Non, c'est juste que Zemeckis il voulait mettre une scène avec une marionnette. Sachez qu'il est possible aujourd'hui de monter à bord du Pôle Express. Et oui, il existe vraiment. Sauf que contrairement au film, quand même, le train est soumis à la gravité. Chaque année, des trains touristiques Pôle Express sont organisés à travers le monde, permettant aux familles de revivre la magie du film en vrai. Finalement, on peut dire que le train ne s'est vraiment jamais arrêté. Peu à peu, le film a trouvé sa place comme une tradition de Noël. Chaque année, il est diffusé à la télévision ou disponible en streaming, touchant et traumatisant une nouvelle génération de spectateurs. Les familles ont été séduites par la simplicité de l'histoire et à la magie de Noël qu'il véhicule, créant une affection nostalgique autour du film. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les films de Noël si ça vous intéresse. Et avec du recul, on remarque aussi que les critiques qui avaient défoncé le Pôle Express, c'était des critiques d'adultes. Mais les enfants, eux, ont un autre regard sur le film. Ces enfants des années 2000, ils ont grandi et leurs affections a joué un rôle crucial dans l'ascension du film en tant que classique intemporel, car aujourd'hui, ces adultes font découvrir ce film à leurs enfants. Et ouais, parce que les enfants qui avaient 10 ans dans les années 2000, maintenant ils ont 35 ans. Au final, le Pôle Express reste un film unique, à mi-chemin entre le rêve et la réalité, où l'étrange côtoie le merveilleux. Ce voyage initiatique nous pousse à réfléchir à notre part d'émerveillement face au monde. Que l'on adore ou que l'on critique son style, le Pôle Express a su marquer les esprits, devenant pour certains une œuvre culte, et pour d'autres, une curiosité intrigante. La vraie question que nous on se pose, c'est pour vous, qu'est-ce que le film représente? En tout cas, on aimerait bien savoir un peu votre avis vis-à-vis de ce film dans les commentaires, vraiment. Et n'oubliez pas que parfois, pour croire, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner. Allez, on y va.